Moi qui étais issu de quartier maghrébin, je me disais que la mode n'était pas pour moi. Le Zidane de la mode n'existait pas. Par ce défaut de ne pas avoir de l'argent pour s'habiller comme tout le monde, ou acheter les mêmes choses que tout le monde, on était devenus des bricoleurs incroyables en fait. Donc aujourd'hui j'ai ma place, j'ai envie de le dire modestement, même avant vous quoi. Je m'appelle Adel, je suis d'origine tunisienne et né en Tunisie. J'ai 53 ans aujourd'hui. Je suis né dans une ville qui s'appelle Kérouan. C'est la ville la plus artisanale de Tunisie par son histoire. Mon père est tailleur de pierre en fait et ma mère confectionnait les tapis pendant l'absence de mon père. Parce que mon père en fait à ma naissance, en 1969, 3 mois après ma naissance, est parti en France. Donc nous sommes restés pendant 12 années avec mes frères et sœurs, avec la maman. Le papa faisait des allers-retours. Lui, il travaillait à Nantes en fait, donc il avait pris un appartement et puis il nous avait ramenés. C'était une période très difficile parce que il fallait redémarrer à zéro en fait. Donc on arrive dans ce quartier dans la nuit et mon premier souvenir c'est qu'on s'est retrouvé en fait dans un bâtiment, une tour. Au 12e étage. Moi qui né dans une maison et qui, la maison, la porte ne se fermait jamais, on sortait, on rentrait. C'était très compliqué pour moi parce que j'étais l'aîné de la famille. Donc il y avait mes petits frères et sœurs qu'il fallait protéger. Et en même temps, j'étais complètement déraciné parce que j'avais plus de famille. Et il y avait aussi la langue que je ne maîtrisais pas. Je ne parlais pas le français, je l'avais appris à peine en Tunisie. Bonjour, oui. Là, je me retrouvais à l'école sans maîtriser la langue française. C'était une période très 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 dure pour moi. J'ai trouvé refuge dans autre chose qui m'a permis d'exister dans ce quartier, parce que je commençais à avoir des copains. Le hip-hop m'a sauvé. Pourquoi je dis ça? Parce que le hip-hop est arrivé en 83 en France. Et je me souviens que j'avais regardé ça à la télé un dimanche matin. C'était l'émission HIP HOP avec Sydney. Et je trouvais ça tellement beau, tellement magique. Cette danse, je me suis mis à danser. Je me suis mis à danser et je sortais dans la rue, je faisais que ça. Et donc le rapport à l'autre, il avait complètement changé parce que j'ai vu que les gens faisaient attention à moi. Moi qui ne parlais pas, qui était le petit blédard en fait. On a monté un groupe, on était 3 personnes, on était devenus en fait les danseurs de ce quartier Malakoff. Moi le hip-hop, il m'a permis d'exister parce que à partir du moment qu'on dansait, c'était tellement particulier parce qu'il faut se placer dans le contexte. Aujourd'hui, on voit tout le monde danser. Mais quand on arrive dans les années 80 et être 3 personnes à danser dans un seul quartier, bah, tout le monde te regarde en fait. Avec tout ce problème de la langue que je ne maîtrisais pas, je fuyais un petit peu les cours et les seuls lieux où on pouvait me retrouver, c'était les couloirs. Parce que les couloirs glissaient, on me retrouvait en train de danser. En fait, j'étais en train de dire, je ne parle pas, vous me comprenez pas, mais je suis là quoi en fait. C'était une manière d'exister pour moi. J'avais une copine, moi en fait, qui était d'origine asiatique, qui était laotienne. Et c'est une fille en fait qui me voyait danser mais qui me disait t'es beau sauf que tu t'habilles comme un vrai petit blédard. Et elle était très tendance, elle s'habillait vraiment à l'époque avec des choses incroyables. C'était la marque Chippy, Chevignon, Marité François Gerbaud, c'était des choses incroyables. Elle avait un goût prononcé pour la mode mais incroyable. Et en fait elle me donnait ses vêtements. Et elle me disait mais tiens habille-toi avec ça. Et moi qui dansais, et quand j'ai commencé à mettre ces habits, bah alors, là le regard il a encore plus changé en fait. Et donc mon goût moi pour la mode, venu de cette façon de vouloir s'exprimer, mais est venu aussi par le hip-hop et par cette fille-là qui m'avait habillé tout simplement en fait. Et j'ai compris très rapidement qu'en fait en s'habillant, on existait. Et j'avais vu un clip en fait. J'avais un clip d'un groupe où il y avait un guitariste avec un beau blouson à franges très court. Il se baladait avec sa guitare sur scène. Je vois le clip, j'ai un long blouson en daim et je me dis bah, je le veux, je veux faire quelque chose, je veux faire ce blouson-là. Et je n'ai jamais fait de couture. Hein. Donc je prends ce grand blouson, je prends une règle, il n'y a pas de mètre, je prends les aiguilles de la maman, du fil, et je prends un cutter. Et je coupe la bande, une grande bande que je découpe. Voilà, des petites franges. Je découpe tout le blouson, j'incruste les franges à l'intérieur, et je recoue tout ça. Je remonte le blouson pour qu'il soit très court, et j'arrive, entre guillemets, à faire un blouson qui ressemble à ce que j'avais vu à la télé. J'avais cousu je me rappelle, c'est marquant, j'avais cousu jusqu'à 4h du matin, et je m'étais dit, voilà, faut que je sorte avec demain. Mais moi qui suis issu d'un quartier, je savais que les quartiers, comment ça se passait. C'est une vision, c'est tout noir ou blanc. Ou t'es le meilleur, ou t'es le plus pourri, quoi. Donc j'avais très peur, en fait, de sortir avec ça. Et je sors avec le lendemain, et à ma grande surprise, tout le monde veut mettre mon blouson, c'est presque, je faisais pas un planning, je le veux tel jour, tu me le prêtes, les autres danseurs d'autres quartiers viennent chez moi à Nantes me demander ce blouson pour danser avec, donc moi de ce fait là, je fais un autre blouson, le même, bon, en cuir,
Donc voilà, dans cette période-là, c'est les années 80, que je deviens le gars qu'on venait voir pour s'habiller et qui coupait les cheveux aussi. Donc je coupais les cheveux à tous mes potes. J'ai toujours eu des vêtements que je transformais tout le temps pour avoir un style à moi. J'ai des souvenirs comme ça qui font rire. Je prenais le bus, je montais dans le bus et je voyais tellement tout le monde me regarder. Je descendais du bus, je rentrais chez moi me changer, j'avais tellement honte. Mais en fait, j'ai toujours cherché ça dans la mode, une façon de s'habiller unique. Et donc nous, on était devenus très tendance, on commençait beaucoup à s'habiller tout en dansant. Et donc les gens venaient nous voir aussi, on était le groupe de danse qu'on venait voir pour danser, on venait nous voir aussi pour s'habiller. Il y a deux choses qui m'ont empêché d'y aller. La première, c'est qu'en fait, à l'époque, dans les années 80, on parlait plus d'école de couture, on ne parlait pas d'école de mode. Donc je suis nantais, je ne suis pas parisien. Donc école de couture, dans l'imaginaire de tout le monde, surtout un garçon de quartier, c'est école de couture, c'est égal fille. Donc un gars de quartier, aller dans une école de filles, ben non, pas trop quoi. Hors de question d'aller dans une école de couture pour les filles. Donc j'y vais pas. Ce blocage, on va dire, c'est 20-30%. Le reste, en fait, c'est plutôt ce que la société française me renvoyait. Donc moi, qui étais issu de quartier maghrébin, je me disais que la mode n'était pas pour moi. Le Zidane de la mode n'existait pas. Donc ce qui fait que je suis resté très frustré avec ça, mais je continue toujours à faire des choses pour moi. Je me rappelle, il y avait l'émission locale à l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours. Je parlais avec une responsable, Françoise, elle s'appelait de la mission locale, que j'ai revue il n'y a pas très longtemps. Et je lui ai dit à l'époque, écoute, moi, je ne sais pas comment y aller, mais moi, j'aime la mode, j'aime les fringues, je veux travailler dans un magasin de vêtements. Elle me dit, écoute, il y a une formation qui est en train de se faire pour avoir son BEP, donc une formation de BEP vente. Prends ce canal-là, comme tu seras amené à faire des stages dans des magasins de vêtements, peut-être que tu réussiras un jour de travailler dans un magasin de vêtements. Donc je fais cette formation-là pour but, pas d'avoir le diplôme, mais surtout de travailler dans un magasin de vêtements. Et je sais pas, j'avais pas du tout confiance en moi dans la vente, dans le magasin. Je me rappelle, je passais mon temps à me cacher, au lieu d'aller voir les clients. Et donc je me suis dit, ça m'a un petit peu dégoûté, donc je me suis dit, c'est pas grave. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on est en 92, j'ai commencé à travailler au Palais des Congrès de Nantes, qui venait juste d'ouvrir. Donc c'était dans le milieu de l'événementiel, ça m'a beaucoup plu. Je m'étais dit, j'aurais commencé à rêver de me dire, mais c'est là qu'il faut que je travaille en fait. Et j'ai tout fait pour y rester, jusqu'au bout de 7 mois à être engagé toujours, mais comme manutentionnaire. Et j'ai commencé à faire mes classes et à faire mes preuves en fait. Donc j'étais quelqu'un de très sérieux et très travailleur. J'ai travaillé jusqu'en 2002 où je suis devenu responsable d'un service en fait. Donc j'ai évolué doucement. Et là c'était une période aussi un peu difficile pour moi parce que je venais dans un milieu en fait, moi je sortais du quartier, puis je venais dans un milieu où on était une soixantaine de salariés où j'étais le seul d'origine maghrébine. On était sans cesse en train de me rappeler mes origines. Et donc mon goût pour la mode, il était là, mais beaucoup de gens passaient la plupart de leur temps à dire que mes vêtements étaient volés, alors que c'est moi qui les transformais en fait. Je m'étais dit tout simplement, je sors du quartier, ils sont en train de m'agresser verbalement. Là, je m'étais dit, si jamais je fais ça, parce qu'il y avait des mots, là, il y a des choses que j'ai pas dites, mais il y avait des mots très très durs, du racisme très très profond. Je m'étais dit, c'est ce qu'ils veulent en fait. Et si je fais ça, je vais me faire virer. J'avais analysé l'ambiance en fait en me disant ok, j'ai compris comment ça se passe. Et ben je vais me faire respecter. Pour me faire respecter, je vais devenir responsable d'un service. Le respect se faisait de cette manière, dans la hiérarchie. Donc il fallait que j'évolue de cette manière-là. Plus j'évoluais, plus on me respectait. Je m'entendais beaucoup avec ma responsable ressources humaines, que je remercie parce qu'elle m'a ouvert la porte et qu'elle m'a dit voilà, on te fait confiance dans ton service, tu peux d'ailleurs engager qui tu veux. Et moi, j'ai jamais oublié d'où je venais en fait. Et donc parallèlement, moi je m'engage dans l'associatif et voilà, j'ai commencé à travailler avec des boîtes d'intérim, dont une qui s'appelait Insérim à l'époque, qui travaillait avec des jeunes qui sortaient des prisons. Donc moi, qui venait de ce quartier Malakoff, j'allais chercher ce qu'on appelle aujourd'hui comme ça les petits frères, qui étaient malheureusement en prison, à qui j'écrivais, et quand ils sortaient, je les ramenais au Palais des Congrès pour qu'ils travaillent avec moi, parce qu'on m'a donné le feu vert. La période associative, elle était intéressante, où j'ai appris beaucoup, mais je m'étais rendu compte que ça avait ses limites. Et je me dis, bah voilà, je vais créer mon entreprise pour pouvoir faciliter la vie, apporter quelque chose à la ville de Nantes et faciliter la vie à cette jeunesse-là à travers le travail, en leur offrant du travail. Donc j'ouvre un restaurant en fait avec mon frère. C'était un restaurant, c'était du McDo et du KFC halal. Donc je dis ça, c'est en 2006, hein, on était vraiment précurseurs. Et moi je gère le restaurant pendant 10 ans jusqu'en 2016. En 2004, avant le restaurant, j'ai failli me lancer dans la mode. Et j'ai pas osé, je ne l'ai pas fait. En fait, mon rapport à la mode, il reste exactement le même, mais qu'à travers moi. C'est-à-dire, je continue toujours, tout ce que j'achète, il faut que je le transforme. Ce restaurant, donc nous, on le vend à Outakos. La vente, elle se fait très rapidement.
Donc on discute, on est au mois de mars, mois de juin, ils ont les clés. Donc on va au restaurant et moi, pendant les 10 ans, je ne m'étais pas occupé de ma famille. Mes enfants grandissaient, j'ai presque abandonné tout le monde quoi en fait. Et là je m'étais dit, on avait un peu de sous et j'ai dit à ma femme, voilà, la vente ça y est, ça avance bien, on a attendu le moment très concret, vas-y quoi. Cet été, l'été arrive, les 2 mois, viens on fait quelque chose avec les enfants, un truc de dingue. Et donc ma femme a dit, bah nous on a toujours rêvé d'aller en Asie du Sud-Est. Et là en fait on se dit, bon bah ce qu'on va faire c'est que pendant 2 mois, on va faire que voyager. Donc en fait, on décide d'aller avec les 3 enfants, de faire ce voyage. Donc ma femme, en 1 mois, elle a tout planifié, de la Malaisie à la Thaïlande, à Singapour, voilà, tous les pays, on les fait un par un et on voyage pendant les 2 mois. Et ma fille Amel, en fait, elle est très attirée par la culture asiatique. Elle nous dit, bah, pourquoi pas le Japon. En fait, moi et ma femme, on a envie d'aller en Australie. Et Amel propose le Japon. Et moi, le Japon, ça me parle tout de suite. Moi, j'étais parti dans l'esprit vraiment de me vider du restaurant et du business. Je voulais plus entendre parler de business. J'étais vraiment. Mais quand on a fait du business aussi longtemps, il y a toujours quelque chose qui reste. Et moi, j'arrive, donc j'ai 48 ans, j'arrive à Tokyo. Et la mode que j'aime, elle est là devant moi. C'est 2 choses. C'est des goûts, des façons de s'habiller incroyables. Et personne ne s'occupe de personne. Chose que je vivais mal, moi, quand je m'habillais, tout le monde en train de me regarder. Non, mais j'aime bien m'habiller, arrêtez de me regarder. La mode que j'aime, elle est là, elle est devant moi en fait. Ils ont un style incroyable. Et là, dans ma tête, ça bouillonne un petit peu. Ça bouillonne où très rapidement, pendant ce voyage, je commence à me dire, mais ouais, en fait, pourquoi pas en fait. J'ai toujours rêvé, j'ai toujours voulu le faire. Donc si je le fais pas maintenant, ce rêve de gamin là, je le ferai jamais en fait. Donc on finit le voyage, je rentre à Nantes. Dès le début, on rentre donc fin août. Et dès le début septembre, moi j'ai dit je vais faire quelque chose. Je veux me lancer dans la mode. Quelle mode et comment, je n'en sais rien. Et là je commence à voir en fait qu'il y a plein de choses qui se font par rapport à l'Asie du Sud-Est. Et je réalise que ça évolue beaucoup dans la mode, ce qu'on appelle la mode modeste. Et moi, ma femme, en fait, a porté le foulard pendant 20 ans. Donc j'avais envie d'apporter quelque chose d'innovant et de nouveau, de manière à ce que cette société française soit plus apaisée, que la fille qui puisse porter le foulard, qu'on puisse lui foutre la paix. Au départ, je m'étais dit, ok, je vais faire ma marque dans le modeste, mais je vais organiser des événements modestes. Donc moi, je suis entré en contact avec des Indonésiens et Malaisiens et Turcs, les premiers qui avaient organisé ces défilés de mode-là, pour faire la même chose à Paris. Donc moi, il faut savoir qu'à Paris, je devais organiser le premier défilé de mode modeste, donc en 2017. Ça ne s'est pas fait, tant mieux. Et là, je me suis dit, bon, concentre-toi sur la mode. Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai un ami en fait qui habite à Dubaï et qui me dit, à chaque fois qu'il vient me voir au restaurant, bah, viens faire un tour, viens faire un tour. Et moi, je le croise à Nantes et je lui dis, bah, tu sais, j'ai vendu mon restaurant, ça tient toujours ta proposition? Il me dit, bah, bien sûr. Donc moi, je pars à Dubaï en fait en vacances chez lui et le pays me plaît beaucoup. Donc moi, quand je rentre en France, je propose à ma femme, parce que ma femme en fait avait passé un diplôme qui lui permettait d'être prof de français aux étrangers. Et donc je dis à ma femme, écoute, au Dubaï, ils investissent beaucoup dans l'éducation, je pense que tu pourras avoir un poste, et moi j'ai envie de me lancer dans la mode là-bas. Et Amel, quand on est rentré des vacances, en fait, les fameuses vacances qu'on avait passées, Amel, en fait, devait s'inscrire en 2e année en fac. Et là, elle n'avait pas fait son inscription. Et donc, on a bataillé avec le rectorat et tout ça. Il ne voulait pas d'elle. Ok, tu ne pourras pas t'inscrire, mais qu'est-ce que tu vas faire pendant 1 an? Et Amel a dit, bah, moi, je me suis déjà inscrit. Mais tu es inscrit à quoi? Bah, j'ai trouvé une formation sur Internet, il faut 500 €. Mais dans quoi? Bah, dans la mode. Et moi, je suis là des milliers de kilomètres, je lui dis, dans la mode. T'aimes la mode? Elle dit, bah oui, j'aime la mode. Et pourquoi tu nous as jamais parlé de ça? Parce qu'elle dit, j'ai pas voulu vous en parler parce que l'école coûte trop cher. Et moi, je fais des milliers de kilomètres. Et quand je rentre, on en discute avec ma femme. Donc nous, on se dit, mais non, en fait. On va se débrouiller, cet argent là, on va la trouver, on va lui payer cette école de mode. En fait, donc on part à Dubaï, et moi qui avais toujours transformé mes vêtements, je m'étais dit ça. Voilà, je vais me lancer dans la mode. J'avais créé ma marque qui s'appelle Adel Signature. Mais cette marque-là, je ne vais pas transformer des vêtements. Je vais faire une vraie collection. En fait, je voulais mesurer à moi-même, voir si j'étais capable d'être, entre guillemets, un vrai designer, un styliste. Donc, voilà, je dessine, je fais des croquis, je fais comme tout le monde, et prototype, et ainsi de suite. Et donc, je suis à Dubaï et je prépare une collection. Et cette collection-là, donc j'avais un défilé de mode à faire, moi, à Dubaï. Donc, je trouve un atelier où je confectionne chez lui les vêtements. Donc, je paye une partie de cette collection-là, et je vois que les choses commencent à traîner, à tarder. Donc moi je viens dans l'atelier, je lui dis écoute, j'ai 4 jours, vous allez tous rester avec moi et vous allez me suivre maintenant et on va finir. Donc moi je rentre dans l'atelier, je trouve ses salariés et commence à me parler en fait, à me dire qu'on n'est pas payé, qu'on doit repartir et ainsi de suite. Et moi dans ma tête là je commence à me projeter. Comment je vais contrôler la production? Est-ce que ça va être des enfants? Est-ce que ça va être des gens qui vont être mal payés, ainsi de suite? Et ça dans ma tête, moi, c'est pas possible.
En fait. Donc entre-temps, avant qu'Amel elle arrive, moi je suis quelqu'un de super curieux, je commence à regarder un petit peu tout ce qui se fait. Et je commence à me rendre compte en fait qu'on parle de mode durable, la planète, l'upcycling. Et ça commence à me parler en fait parce que ce sont des choses qui ont un sens. Donc je réfléchis à tout ça et Amel donc a fini ses études. Et en fait on se met d'accord en disant bah ouais, aujourd'hui ben, nous aussi en fait. Et moi je dis ça à Amel tout simplement, je lui dis mais écoute Amel, ton père a transformé ses vêtements il y a 37 ans. Certes par défaut, sans penser à la planète, mais on est quand même précurseur à notre manière. Si nous, on ne se lance pas là-dedans, voilà. Donc, on change de nom, ça devient Piclose. C'est mon fils qui le trouve. C'est le concept était de récupérer des vêtements pour les transformer. Parce qu'il y a trop de vêtements aujourd'hui sur cette planète. On récupère des vêtements vintage, dits européens occidentaux, jeans, Levi's et plein de choses. Et on récupère des vêtements orientaux. Pourquoi? Parce que moi, j'en avais un peu marre aussi qu'on parle que du vintage occidental. Parce que chez nous, et dans d'autres pays, il y a beaucoup de belles choses dont on n'en parle pas. Et donc moi, je voulais créer une deuxième collection, en fait, c'était mis d'accord avec Kamel, pour créer une deuxième collection où on réunirait des pièces vintage occidentales et orientales. Donc on a fait une deuxième collection, mais malheureusement, dès qu'on l'a faite, on s'était aperçu qu'on n'avait plus notre place à Dubaï. Donc là, on se dit, bah, on va revenir en France, en fait. On va revenir au bout de ces 2 ans, on va revenir en France pour s'installer. Donc on avait prévu de venir l'été 2020, sauf que les choses se sont précipitées. Et on a pris l'avion, on est arrivé le 10 mars 2020 à Paris, voilà, juste avant le confinement. On est arrivé à Paris, pas à Nantes, parce qu'on voulait rester à Paris pour faire développer la marque. À 3 studios, ce qui s'est passé, c'est que donc, depuis Close, donc nous, on faisait les vêtements, et après, on a eu comme initiative de vouloir transformer, parce qu'on voyait qu'on parlait beaucoup de sneakers, et on s'était dit aujourd'hui, cet objet, c'est quelqu'un, on en a fait un autre objet. Nous, on en a fait un sac à main. Et moi, aujourd'hui, en fait, on peut aujourd'hui venir me dire, regarde, ce vêtement, il a été... il respecte la planète parce qu'il est bio, parce que ceci, parce que l'upcycling. S'il n'est pas beau, je ne l'achèterai pas. Et donc nous, on avait besoin d'apporter un certain goût, en fait, avant tout aussi. Et donc, voilà, on a communiqué dessus, et là, il y a un grand engouement. Donc nous, on s'était dit, on va laisser les vêtements de côté, il y a assez de marques qui le font, et on va se mettre de l'accessoire artisanal, parce qu'il y a cette idée aussi de faire les choses artisanalement. Tout ça, en fait qu'on est rattrapé toujours parce qu'on est, en fait, par notre éducation. Donc, moi, je suis revenu naturellement à cet artisanat. Donc, le nom Piclose se transforme en A3. A3 parce qu'on l'a fait à A3, et moi, je m'appelle Adel, Amel et Adem. Pourquoi A3? Parce qu'en fait, quand on rencontrait quand les gens nous rencontraient d'abord parce qu'ils aimaient nos produits, et après, ils finissaient toujours par nous dire, mais vous avez une histoire de dingue, le père qui démarre à 50 ans, avec ses enfants et tout ça. Donc, on a trouvé ce nom qui parle aussi un petit peu de notre histoire. Donc pendant très longtemps, en fait, on transformait des sneakers en sac à main, et on gardait en parallèle, en fait, les semelles pour pouvoir les développer et faire quelque chose un peu plus tard. L'artisanat permettait de parler de nos origines, mais on avait envie d'aller plus loin, en fait. On avait envie d'aller plus loin, donc l'idée de se dire, moi je suis dans mon éducation, je n'aime pas jeter, je jette rien, donc je gardais les semelles. Donc du coup, l'idée de se dire, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour aller parler un peu plus de notre culture et un peu plus de l'artisanat. Ben, tout naturellement, il y a cette idée de babouche en fait qui est venue. Et la babouche, en fait, c'est un objet que tout le monde connaît, mais c'est un objet qui reste à la maison. Donc nous, on avait envie qu'il sorte dans la rue. Et pour qu'il sorte dans la rue, ben, faut qu'il puisse avoir les semelles adéquates. Donc l'idée des semelles qu'on avait, on les a associées avec la babouche. Donc on s'est mis à travailler longtemps là-dessus. Et donc on a commencé en fait à développer ça, et on a posé notre première babouche sur la première semelle. Et ça a beaucoup plu, beaucoup plus que même que le sac. Et donc là, depuis l'été dernier, en fait, on fait que ça. Voilà, ça c'est une babouche en fait avec une semelle qu'on avait récupérée. Ça c'est suite à une collaboration. Donc celle-ci, c'est un objet qui a plus de valeur dans le sens où en fait on a posé aussi un pneu. On travaille avec une association, on récupère des pneus. C'est une semelle de basket. C'est une Air Force qu'on avait utilisée pour un sac. Donc on a gardé la semelle, et la semelle on l'a mis avec la babouche. Et donc on est devenu la marque aujourd'hui d'accessoires qui transforment et qui travaillent artisanalement, parce que pour terminer, l'objectif final c'est de vouloir en fait avoir de plus en plus de grandes collaborations avec des grandes marques pour pouvoir récupérer leurs invendus, et pour pouvoir en fait alors on est dans le même sens, on va dans le même sens dans la famille, mais c'est un peu le rêve, mon rêve à moi. Et j'ai envie que la boucle soit bouclée, et pour que la boucle soit bouclée, j'ai envie de rendre la Tunisie ce qu'elle m'a donné. Et aujourd'hui, la Tunisie, c'est un pays, comme beaucoup d'autres pays, où l'artisanat se meurt. Moi, quand j'y vais, je trouve des babouches, un petit chameau fabriqué en Chine, j'ai envie d'y hurler en fait. Et donc l'artisanat est en train de se mourir, on trouve des petits vieux dans leur boutique, il n'y a plus personne, les jeunes ne veulent pas de ce métier. Et nous, ce qu'on a compris, c'est que
Ce métier artisanal est en train de mourir pour plein de raisons. Première, c'est de dire à la jeunesse tunisienne, écoute, tu rêverais d'avoir une paire Nike, une paire Adidas, tu connais ces marques. Donc ces marques-là, c'est ces marques-là que tu vas transformer. Donc ça te parle. C'est pas une djellaba, c'est pas des objets anciens. Je ne dis pas que c'est autre chose, mais j'ai envie de dire, voilà, tu vas transformer une chaussure en sac à main. C'est quelque chose qui te parle. Donc c'est pour toi et c'est un objet qui est fait à ton niveau. Et au-delà de ça, c'est de dire aussi, la deuxième chose, c'est de dire, mais je vais te respecter dans ton travail en fait, chose que beaucoup de marques ne font pas. C'est-à-dire que moi, au niveau salaire, vous allez être payé correctement en fait. Donc nous, on a envie d'aller aujourd'hui, voilà, on espère, on souhaiterait, parce que tout est fait ici à Paris, par rapport à nos besoins. Donc on a fait pas mal de workshops aussi, on a travaillé avec Adidas et d'autres. Mais on a envie d'avoir plus de volume pour pouvoir aller justement créer du lien avec la France, et c'est d'aller fabriquer ça en Tunisie et redonner de la valeur à l'artisanat, parce qu'aujourd'hui, toutes les grandes marques qu'on connaît tous travaillent artisanalement. On a fait une collaboration avec Citadium, Citadium avec la marque Adidas. On a récupéré, en fait, on a fait des workshops. On a récupéré, Adidas nous a donné des chaussures de chez eux. Donc on avait transformé en sac à main avec les personnes qui sont venues au workshop. Donc on en a fait 3. Et juste après, pendant la période de Coupe du Monde, on a eu le privilège de faire 9 workshops chez Adidas aux Champs-Élysées. On a profité de la Coupe du Monde pour transformer des chaussures de foot en babouche et en sac à main. Nous, ce qu'on souhaite, on se souhaite à nous-mêmes, c'est en fait, ce qu'on aimerait, c'est que la marque commence à rayonner de plus en plus en France et à l'étranger. Alors, il faut savoir qu'on a oublié de dire, mais on a fait des choses, on a été invité en Indonésie, on a été invité en Tunisie, en Angleterre, et on a envie que cette marque, en fait, puisse prendre sa place pleinement ici en France et qu'elle puisse grandir pour pouvoir aller à l'étranger et pour pouvoir toujours dans le but de vouloir développer cet artisanat dans la protection de la planète et de pouvoir aussi donner du travail à des personnes dont ils en ont besoin. Donc oui, on a envie de grandir, on a envie d'être accompagné pour grandir, et donc on vous remercie d'être venu pour parler un petit peu de nous, et vraiment ça nous touche beaucoup, et merci, c'est une manière de participer à l'agrandissement d'A3.